la Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle Les Visiteurs du Soir, Raphaël Reynaud interroge le potentiel écologique de la littérature fantasy en examinant la relation des personnages à leur milieu merveilleux. Merci beaucoup à vous pour l'invitation et pour la présentation. Comme vous l'avez rappelé, je suis en travail de recherche, je suis doctorante et non pas docteur, donc je conçois aussi cette conférence comme un partage de pistes, de réflexions et de quelques analyses dans le cadre de ma thèse. Et donc, si vous avez des réflexions ou des questions à poser, il y aura un temps dédié à ça à la fin de la conférence, au bout d'environ 1h30, peut-être un petit peu plus si je déborde. Mais on m'a rappelé qu'il y avait des micros qui pouvaient aussi englober vos questions au fur et à mesure de la conférence, donc n'hésitez pas non plus à poser des questions si vous en avez au fur et à mesure. Ou alors, s'il y a des mots que j'emploie qui ne sont pas extrêmement clairs ou explicites, n'hésitez pas non plus à me faire signe ou m'interrompre pour que je revienne un petit peu dessus. Alors déjà pour comme point de départ un petit peu de cette conférence, je voulais revenir sur des interrogations et des réflexions qu'on avait eues avec des collègues il y a quelques semaines lors d'un colloque à Lausanne, et où on parlait de la fantaisie et de la tendance de la fantaisie à explorer des mondes merveilleux sans limite, où les personnages évoluent dans une sorte de schéma hyperbolique de l'évolution de soi, où leurs pouvoirs deviennent toujours de plus en plus conséquents et ne cessent d'évoluer. Et on se demandait qu'est-ce qui pose des limites justement à cette évolution des personnages, et qu'est-ce qui fait que nous, en tant que lecteurs ou en tant que public, on peut y croire justement à cette évolution sans limite. Et donc on avait un petit peu comme piste de réponse à ça, penser justement au fait que des limites puissent être imposées dans la narration à l'évolution des personnages. Ces limites peuvent aller même jusqu'à la mort du personnage, mais ça peut être aussi prolongé justement avec par exemple une descendance des personnages dans d'autres tomes ou des choses comme ça. Et puis finalement, moi, l'hypothèse que j'explore le plus dans ma thèse, et qui est celle que je vais aussi un peu vous présenter ici, c'est celle qu'en fait, une des résolutions, on va dire, de ce développement illimité des pouvoirs des personnages, c'est finalement de faire en sorte que ce ne soit pas au cœur de l'intrigue, et que malgré leur surpuissance et leur super pouvoir, les personnages en viennent finalement à les dénigrer et à ne pas les utiliser complètement pour en fait baser l'intrigue sur d'autres choses. Et donc l'origine de mes démarches de recherche est née justement avec ce constat déjà d'un écart qui se creuse en fantasy entre des invariants du genre, donc des choses un peu stéréotypées qui reviennent dans beaucoup d'œuvres de fantasy, et justement le fait qu'un grand nombre d'œuvres s'en écartent. Et donc dans des bandes dessinées comme dans beaucoup de romans, et dans différentes aires linguistiques et différentes provenances culturelles, les mondes de la fantasy ne sont plus aussi systématiquement luxuriants, et peuvent se rapprocher aussi parfois de la science-fiction ou de la littérature d'anticipation, en montrant des mondes qui ont un visage beaucoup plus aride, voire carrément post-apocalyptique. Et en même temps, dans ce continuum de mondes qui va donc des mondes luxuriants aux mondes post-apocalyptiques, il y a un rapport très particulier des personnages à la notion de performance et à la notion de pouvoir, à la notion d'efficacité et aux moyens mis en œuvre pour atteindre leurs objectifs. Et donc ce que je voudrais me demander, c'est, grâce à sa mise en valeur du monde sauvage et aussi à ce rapport complexe des personnages à leur superpuissance, la littérature fantasy peut-elle interroger justement le lien entre l'humain et le non-humain, le lien entre les personnages et le vivant qui les entoure? Les mondes créés peuvent-ils être conçus comme des écosystèmes complexes, au sein desquels l'évolution des héros et des héroïnes est plutôt une sorte d'involution? Et cela peut-il soulever aussi des questionnements éthiques et pragmatiques sur notre propre place dans notre environnement? Donc pour explorer justement quelques pistes autour de ces questionnements, je vous propose donc de concevoir ma conférence en 4 points principaux que voici, et que j'ai agrémenté ici d'une illustration qui est une illustration faite par une fan des mondes de Robin Hobb, qui est une autrice états-unienne dont je vais beaucoup reparler dans ma conférence. Donc tout d'abord, les mondes naturels de la fantaisie. Donc avant toute chose et avant de nous lancer dans toutes ces réflexions, il me semble nécessaire aussi de les faire partir de quelques définitions. La fantaisie vient de l'anglais fantasy, qui signifie l'imagination.
Et c'est un genre littéraire qui présente des éléments surnaturels, se traduisant souvent par l'utilisation de la magie. Et donc la fantasy, c'est une formalisation générique, c'est un genre lié au registre merveilleux. Il s'agit, donc selon les propos d'Anne Besson, qui écrit ceci dans La Fantaisie, il s'agit d'un ensemble d'œuvres textuelles, mais aussi iconographiques et interactives, qui exaltent ou parodient une noblesse passée marquée par l'héroïsme, les splendeurs de la nature préservée et l'omniprésence du sacré, en ayant recours à un surnaturel magique qui s'appuie sur les mythes et le folklore. Tente à s'y associer des motifs précis qui touchent aux stéréotypes, dragons de la fantaisie épique, barbares musclés de l'héroïque fantasy, petits peuples des contes de fées contemporains. Donc le genre se définirait d'abord par sa cohérence thématique. C'est aussi ce que Tolkien lui-même développe dans son essai du conte de fées, où il dit que l'auteur crée un monde secondaire dans lequel votre esprit peut pénétrer. À l'intérieur, ce qu'il raconte est vrai, c'est-à-dire correspond aux lois de ce monde. Donc ici, on voit aussi apparaître cette notion intéressante de monde secondaire qu'on utilise beaucoup en fantasy pour distinguer justement le monde secondaire qui est le monde de fiction créé par l'auteur et le monde primaire qui en fait est le monde réel, le monde du lectorat. Donc ce monde secondaire et ces espaces ouverts par la fiction sont de véritables édifications territoriales. Souvent, des cartes détaillées précisent la géographie des romans. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Je vous ai mis tout un petit florilège de cartes avec, par exemple, celle-ci qui est issue des mondes d'une autrice états-unienne qui s'appelle Nora Keta Jemisin. Celle-ci qui est issue des mondes de Robin Hobb, dont je vous ai parlé. Celle-ci de Liliana Bodoc, qui est argentine. Et celle-ci de Pierre Bottero, qui est français. Et donc, ajouté à ces cartes détaillées, on peut aussi avoir des systèmes d'alternance des points de vue, par exemple, comme dans L'Ordre du Contrevent d'Alain Damasio, qui fonctionne sur un système donc, de perspectives juxtaposées de différents personnages, ou encore des systèmes de perspectives visuelles, comme dans les bandes dessinées, les séries, les films, les animés, qui font aussi partie de ce qu'on comprend dans la fantasy. Et tout cela permet un regard complet sur les reliefs et les itinéraires des personnages. Donc ces mondes sont faits d'espaces naturels peu investis par l'humain, d'un cadre sauvage où les interactions, la cohabitation et la compréhension entre les espèces ont une place majeure. Et de plus, les grandes étendues naturelles qui constituent ces espaces poussent aussi les personnages à avoir avec leur environnement une relation plus directe, plus intime, que ce soit en y voyageant, en le préservant ou en y cohabitant justement avec d'autres espèces ou même par exemple en y luttant contre une exploitation mortifère. Et effectivement, la nature n'a pas seulement une fonction de cadre des actions des personnages, elle a un rôle véritablement actif en se faisant protagoniste, en se faisant personnage, au même titre que les humains et humaines. Et la manière dont elle est décrite incite à voir en elle bien davantage qu'un second plan passif et descriptif. Donc tous les éléments naturels semblent toujours complexes, dynamiques, en permanence dotés d'intentions, ce qui est souvent révélé dans une abondance de détails descriptifs, d'allégories, de personnalisation, de métaphores, etc. Donc pour supporter un petit peu toutes ces représentations justement d'une nature qui est toujours complexe, la fantasy se développe sur des supports très variés. Donc ça peut être des romans, des bandes dessinées, des séries, des films, des jeux de rôle, des jeux vidéo aussi, avec donc beaucoup de phénomènes d'adaptation, mais aussi de sérialité, donc avec des multiplications de tomes les uns après les autres, l'apparition de préquels, de séquelles, et puis des adaptations successives, qui donnent vraiment un effet de totalité de ces mondes qui semblent en expansion constante et qui sont si complets, si fournis et si cohérents qu'ils semblent autonomes, qu'ils semblent exister en eux-mêmes. Par exemple, un exemple que vous connaissez sûrement dans Harry Potter, par exemple, qui commence par une série de romans, pareil, qui se multiplient, qui est ensuite adapté en film, pareil, qui se multiplie également, adapté également en jeux vidéo, en jeux de plateau, et débordant même du cadre de la fiction, avec par exemple des boutiques Harry Potter qui fleurissent dans les villes, et puis aussi ensuite avec des scripts écrits pour le cinéma par l'autrice, les scripts par exemple des Animaux Fantastiques, ou encore l'écriture d'une suite sous la forme d'une pièce de théâtre, ou même l'écriture, par exemple, d'œuvres qui sont censées être des œuvres dans la fiction Harry Potter et qui trouvent aussi une existence ensuite en étant publiées par l'autrice elle-même, comme par exemple les contes de Biddle le Barde.
Et donc, avec tous ces supports différents et toute cette représentation de la nature, on remarque aussi quand même qu'il y a une grande variété d'œuvres qui situent plutôt leur intrigue dans des mondes où la nature sauvage est dévastée ou alors dangereuse, comme par exemple dans La Horde du Contrevent d'Alain Damasio que j'ai cité précédemment, ou encore dans les livres de la Terre fracturée de Nora Keta-Jemisin. Et chez cette dernière, le monde sauvage dans lequel s'établit l'intrigue apparaît plus nettement hostile. Il s'agit d'un monde secoué par de permanentes catastrophes géologiques et dont certaines catastrophes sont de tels cataclysmes qu'elles transforment l'entièreté de la faune et de la flore, qui développent alors des capacités d'adaptation aux changements environnementaux. Et ces immenses cataclysmes s'appellent dans cette œuvre les saisons. Et donc le premier roman commence justement par une énorme déchirure continentale qui inaugure le début de la 5e saison, donc toute une série de catastrophes géologiques et climatiques, et donc qui inaugure aussi la potentielle fin du monde. Donc je vous ai mis ici un extrait pour illustrer justement ces cataclysmes. Je vous le lis en français, mais je vous l'ai mis aussi en anglais. La secousse correspond plus ou moins à ce qui se passe quand quelqu'un qui étend du linge secoue un drap pour le défroisser, mais le phénomène se produit à l'échelle continentale, à la vitesse et avec la force d'un astéroïde qui s'écrase. À l'échelle des 2 fragiles petits êtres humains, immobiles au bord de la route, les strates se soulèvent sous eux, les arbres alentours s'agitent puis se fendent. L'eau de la mare tressaute et reste bel et bien en l'air une seconde, figée. Jija, c'est un personnage, la regarde fixement, fascinée semble-t-il par cet unique point statique, au sein d'un monde qui, par ailleurs, se débarrasse de sa peau sans que rien puisse l'empêcher. Et donc c'est dans un objectif de survie et puis également pour retrouver sa fille que l'héroïne Essen, l'héroïne de cette trilogie, se déplace dans cet environnement qui est détruit et où la faune et la flore deviennent de plus en plus menaçantes et où la Terre apparaît comme une entité véritablement vivante et vengeresse. Donc cependant, il y a aussi tout un système d'analepse, c'est-à-dire de flashbacks et de récits parallèles qui laissent entrevoir aussi toutes les beautés passées d'un monde à la sauvagerie moins menaçante, d'un monde avant justement ces cataclysmes. Donc le cadre global de ces récits invite d'emblée à envisager un monde sans technologie, sans discours scientifique autoritaire et sans l'idéal d'efficacité productive des sociétés industrialisées. Et de fait, ce qu'on remarque aussi avec ces grands espaces, c'est qu'ils reprennent souvent un imaginaire passéiste qui sert aussi de cadre à l'intrigue. Donc on est dans des univers spatio-temporels qui évoquent des passés pré-industriels. Et selon Tolkien, encore, le retour justement sur un passé archaïque permet le regain d'une fraîcheur du regard sur le monde. Elle réactive les mythes et les grands récits. Et, je cite, elle vient éclairer la permanence en chacun d'une aptitude à la perception du sacré, d'un potentiel d'accès au merveilleux. Donc ce faisant, Tolkien évoque aussi que cet accès au merveilleux est une, je cite encore, condamnation d'éléments de progrès tels que les usines ou bien les mitrailleuses et les bombes. Donc autrement dit, poser le récit dans ces grands espaces sauvages pré-industriels, d'inspiration parfois antique, parfois médiévale, souvent d'ailleurs, aurait aussi un objectif idéologique en fait, en soutenant une remise en question du progrès et de ses travers, et peut ainsi poser également les fondements d'un questionnement éthique et moral du progrès, des logiques d'optimalité scientifique, technique et économique. Donc ça, c'est des questionnements qui sont aussi à renouveler à chaque lecture, évidemment, parce que tous les romans, toutes les œuvres de fantasy ne posent pas des questions en ces termes-là, ni d'ailleurs ces questionnements de manière systémique, mais on peut se demander à chaque lecture s'il s'agit, si justement cette reprise d'un passé pré-industriel est une sorte de cadre prototypique choisi par défaut et par imitation intertextuelle, donc en reprenant un cadre un peu qui fait penser à la fantaisie et qu'on reprend comme une sorte de stéréotype, ou si justement ce cadre-là est pris comme un choix poétique, voire idéologique, correspondant à une certaine vision du monde. Et à noter aussi, pour nuancer également tout ça, que la fantaisie se divise aussi en beaucoup de sous-genres et se décline en des imaginaires très différents. Et donc si cette inspiration pré-industrielle est très présente, elle n'est pas une condition sine qua non à la fantaisie. Par exemple, on voit différentes catégories, enfin on classe la fantaisie en différentes catégories. Par exemple, la fantaisie urbaine. Il y a beaucoup de mangas, par exemple, qui placent leur intrigue dans des cadres de fantaisie urbaine, comme Tokyo Ghoul, par exemple, de Sui Ishida. On distingue aussi parfois la low fantasy,
donc la fantaisie basse, qui serait la fantaisie qui fait correspondre ce monde secondaire, donc l'univers merveilleux, à notre monde primaire, au monde réel du lectorat, comme par exemple dans Narnia de Lewis, ou dans l'Histoire sans fin de Michael Ende, ou dans Harry Potter encore, pour reprendre cet exemple. Et elle se distingue de la high fantasy, donc qui est la fantasy haute, celle qui se place uniquement dans un univers merveilleux, comme par exemple dans Le Seigneur des Anneaux. Et puis la fantasy peut aussi se rapprocher de la science-fiction ou du roman d'anticipation en s'établissant dans des mondes plus futuristes ou avec une temporalité si longue et si floue qu'on ne sait pas si l'histoire se déroule dans un autre univers ou dans un futur extrêmement éloigné. J'ai oublié cette diapo. Par exemple, La passe miroir de Christelle Dabos, mais ça en exergue cette temporalité tellement longue qu'en fait on ne sait pas vraiment s'il s'agit d'un futur extrêmement lointain de notre planète ou s'il s'agit complètement d'un univers à part et merveilleux. Ou encore Kalpa Imperial d'Angelica Gorodischer, qui est une autrice argentine. Et donc de ces éléments définitoires peuvent aussi naître des lectures écologiques de la fantaisie. Donc je ne suis pas pionnière là-dedans, je ne suis pas la seule à faire une thèse là-dessus. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait justement l'ABNF dans ce site fantasy.bnf.fr que je vous invite à aller consulter parce qu'il est très parlant, il y a beaucoup d'informations et d'images très parlantes et de citations, etc. Bon là je peux pas trop... Ah si. Voilà, vous avez des citations, vous avez des images extraites de films, vous avez des petites analyses aussi, par exemple encore d'Hayao Miyazaki ici, de Princesse Mononoke. Et c'est aussi ceux qui ont commencé à faire des critiques, surtout anglophones et plus récemment dans le monde universitaire francophone aussi. Et donc cette étude du lien entre la littérature et l'environnement, c'est ce qu'on appelle l'éco-critique. Donc c'est en gros quand la littérature est analysée selon une perspective écologique. Et c'est donc l'éco-critique, c'est un courant de recherche qui s'intéresse aux représentations de la nature, de l'environnement, du vivant, dans la littérature et dans les arts. Donc c'est un courant qui est d'abord né dans le monde anglophone à partir des années 90. Et c'est un courant qui se nourrit des sciences exactes et aussi d'un certain engagement politique pour analyser les textes. Et le courant français, qui est plus récent, préfère le terme d'éco-poétique pour accentuer une approche plus formelle et des méthodes plus comparatistes, donc en comparant vraiment les textes, les aires géographiques. Donc les deux termes se rejoignent beaucoup et sont souvent utilisés comme des synonymes l'un à la place de l'autre. Mais en gros, l'éco-poétique, c'est un terme plutôt utilisé par la critique francophone. Et l'élément principal de différenciation, c'est l'approche formelle qui est plus marquée dans l'éco-poétique à la française. Donc qui met plus en avant l'importance de l'analyse textuelle, de l'étude stylistique des textes. Et donc, que ce soit l'éco-poétique ou l'éco-critique, c'est donc ce courant de recherche qui interroge les manières de représenter aussi l'humain dans son milieu, et aussi ce milieu en lui-même, indépendamment de l'humain. Et de l'existence de l'humain en son sein. Donc cette approche examine comment les textes renouvellent, voire même bouleversent notre manière d'appréhender l'environnement. Et en partant aussi de l'idée que la littérature peut renouveler nos manières de percevoir l'environnement et aussi d'interagir avec lui, et puis aussi de se percevoir nous-mêmes au sein de l'environnement. Donc différents critiques littéraires, comme par exemple les Français Alain Romestin ou Anne Simon, situent la naissance d'une littérature environnementale dans le contexte de crise écologique et dans la période de l'Anthropocène. Je vous ai mis ici quelques petites références, vous en avez aussi justement dans le livret, dans le petit feuillet qui vous a été distribué. Et donc pour revenir sur ce terme d'Anthropocène, puisqu'il n'est pas forcément évident, l'Anthropocène, ça signifie littéralement l'ère de l'humain, et ça désigne l'ère géologique actuelle qui se caractérise par l'impact visible de l'humanité sur son environnement. Donc en gros, les géologues divisent l'histoire de la planète en fonction de l'état de la lithosphère et du climat. Donc ainsi l'Holocène, qui était une ère caractérisée par un climat relativement chaud, succédant à un climat justement à une ère glaciaire. L'Holocène s'était étendu sur les 10 000 dernières années.
et l'Anthropocène, qui est théorisé depuis les années 1960, mais qui a été reconnu en 2016 par les experts du Congrès géologique international, lui succéderait depuis environ la moitié du XXe siècle, voire même depuis le début du XIXe siècle, selon certains. Donc c'est une notion qui est toujours en débat justement sur son commencement. Et évidemment, les activités humaines n'ont pas attendu cette date pour avoir une incidence sur l'ensemble de l'écosystème, mais c'est à partir de ce moment que leur impact augmente de manière significative. Donc avec par exemple les dépôts radioactifs, l'accumulation de matériaux polluants, l'érosion des sols et de la biodiversité, la 6e extinction de masse, etc. Ou même évidemment le changement climatique. Donc c'était un petit point justement sur ce terme d'anthropocène. Et pour nuancer encore un petit peu, la littérature fantasy n'est pas forcément fondée justement sur cette perspective-là et sur une nostalgie de l'ère pré-industrielle. Donc il n'y a pas d'opposition binaire, en tout cas rarement, entre la science destructrice et le mythe rédempteur d'une nature préservée. Mais au contraire, justement, dans la fantasy et dans cette littérature environnementale de manière plus générale dont on parle, il s'agit de remuer nos imaginaires, notre vision du monde, de remuer notre perception de notre place au sein de la nature et de constater que l'urgence de la prise de conscience écologique se développe dans les enseignements, dans les récits eux-mêmes, mais aussi dans notre propre rapport au texte, dans notre interprétation et dans notre façon de mettre en relation les textes avec notre savoir environnemental, justement. Donc la crise écologique serait aussi une crise de l'imagination. Ça, c'est la théorie surtout de Stéphanie Posthumus, dont je vous ai mis une citation ici, et qui en fait analyse le besoin d'imaginer le monde matériel comme autre chose qu'une ressource à épuiser, un espace dominé ou un produit à consommer, comme quelque chose qui se fait vraiment pressant et quelque chose à laquelle la littérature vient répondre. Notamment par, je cite, sa capacité à explorer d'autres mondes possibles, juxtaposer plusieurs rapports différents entre l'homme et le monde, bouleverser le lecteur sans lui donner de réponse, jouer des ressorts de l'ambiguïté et de l'ironie pour affronter la complexité du monde. Et donc, malgré tout ce qu'on a vu dans toute cette première partie, l'éco-critique, donc ce courant de recherche, est finalement assez peu appliqué à la littérature fantasy, donc ça commence à être fait de plus en plus, mais c'est pas du tout systématique. Et en fait, le genre de la fantasy lui-même n'est théorisé en France que depuis les années 1990. Donc les études dessus ont été globalement freinées par une sorte de rupture théorique qu'on a en France entre le registre fantastique et le registre merveilleux, qui vient associer beaucoup le registre merveilleux à de la littérature enfantine. Et c'est uniquement à la fin des années 2000 que les approches critiques en France se mettent à étudier la fantasy sous des angles d'approche qui ne soient pas juste thématiques. Donc par exemple sous un angle politique avec William Blanc, sous l'angle du médiévalisme, donc du rapport au passé moyenâgeux avec Vincent Ferré par exemple. Et puis il y a cette tendance plus récente aussi qui augmente et qui étudie plutôt le potentiel subversif du genre, avec des études par exemple de Jackson sur la portée contre-culturelle de la fantasy, ou encore avec le dernier ouvrage d'Anne Besson sur les enjeux sociopolitiques de la littérature de l'imaginaire. Et donc du côté anglo-saxon comme du côté français, les études se multiplient. Donc j'ai mis aussi des références en bas ici en bas du diaporama. Et à noter aussi que les genres merveilleux sont étudiés depuis plus longtemps dans le monde anglo-saxon, justement, où il n'y a pas cette rupture théorique entre fantastique et merveilleux. Et donc, à l'exception de quelques études précoces, la lecture éco-critique des textes de fantasy s'est longtemps limitée à des réflexions plus ponctuelles, qui présupposaient la visée écologique de la fantasy, sans pour autant l'analyser en profondeur. Par exemple, dans 2 de ses essais, l'autrice Ursula Le Guin définit justement le genre par sa capacité à se centrer sur ce qui concerne le non-humain et à dépeindre l'altérité animale, sans pour autant faire des études vraiment de fond de ce qu'elle entend par là. Et de la même manière, des auteurs et des critiques multiplient les réflexions isolées sans que des travaux de grande ampleur n'aient été consacrés à une lecture véritablement environnementale et écologique de la fantasy, à la différence de la science-fiction qui, elle, en bénéficie depuis beaucoup plus longtemps. Mais donc du côté anglophone, on peut noter quand même des études, et notamment celle de Gry Ulstein, que je vous ai marqué ici,
et qui étudie justement ce manque critique dans un article qui date de 2009 et qui sonde justement le potentiel écocentrique du récit fantasy, c'est-à-dire son potentiel à se centrer sur un regard qui ne soit pas uniquement humain, qui ne soit pas uniquement un récit présenté par une perspective humaine, mais qui puisse justement être présenté par des yeux animaux ou par justement des perspectives plus grandes. Pourtant, donc, comme on l'a vu, le genre de la fantasy semble faciliter l'interrogation du rapport entre l'humain et son milieu, et donc Griulstein propose d'explorer cette hypothèse écocritique de la littérature fantasy en examinant le point de vue écocentrique, donc proposé dans 2 séries anglaises, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien et À la croisée des mondes de Philip Pullman. Et elle se demande comment la lecture de romans fantasy peut affiner notre perception de l'environnement et nous inviter à remettre en question notre propre point de vue anthropocentré. Donc anthropocentré, c'est-à-dire justement centré sur une perspective humaine vue à travers des yeux humains. Et selon Griulstein, le genre de la science-fiction est souvent abordé justement par une approche écocritique, parce que beaucoup d'auteurs et d'autrices y assument des biais qui sont explicitement critiques et politiques, avec des rhétoriques post-humanistes, féministes ou apocalyptiques, ce qui invite clairement le lecteur à prendre position. En revanche, c'est moins le cas dans la fantasy. Et alors même donc que l'angle écocritique est une porte d'étude assez intéressante et assez évidente en fantasy, qui permet donc d'analyser comment elle met en place justement un décentrement des points de vue, aussi comment elle met en place cette représentation d'une altérité animale ou cette représentation d'une cohabitation entre l'humain et le non-humain. Et donc Griulstein dit par exemple, en évoquant l'attitude des personnages non-humains dans les romans de fantasy qu'elle étudie, ceci, donc je vous l'ai mis ici. The obviousness with which they see themselves as part of nature and wilderness rather than rulers over it clearly suggests, at the very least, a comparison to Homo sapiens' relationship with Earth and our biological hierarchical place on it. Donc en gros, l'évidence avec laquelle les protagonistes se considèrent comme faisant partie de la nature et du monde sauvage plutôt que comme ses maîtres, incite clairement à comparer ce rapport à la Terre avec celui de l'Homo sapiens et sa place biologico-hiérarchique en elle. Donc ça ne signifie pas que les autres genres littéraires ne peuvent pas détenir un tel potentiel, mais plutôt que la fantaisie aurait une capacité inhérente à cultiver justement ce potentiel-là et ce point de vue. Et donc une des modalités de cette nature subversive et immersive de la fantaisie, c'est que davantage que voyager, explorer ou s'émerveiller d'une nature merveilleuse et toujours surprenante, les personnages montrent une véritable volonté d'osmose avec l'espace dans lequel ils s'inscrivent. Donc les personnages humains en fantasy valorisent souvent la fusion avec les éléments naturels, comme la fusion avec les êtres non humains. Chez Pierre Bottero, par exemple, qui est donc l'auteur de trilogies de fantasy comme La Quête des Willan, Les Mondes des Willan ou Le Pacte des Marchambres, dont je vais beaucoup citer d'exemples. Dans ces trilogies-là, se faire fils du vent, fille de la mer ou encore chevaucher la brume sont autant de buts ultimes des protagonistes et autant de modes d'existence qui sont décrits comme la seule voie possible de la survie et de l'émancipation. Et par ailleurs, les phénomènes de métamorphose, d'hybridité, de métampsychose, donc le passage de l'âme d'un corps à un autre, le pouvoir aussi de comprendre les animaux, comme par exemple chez Robin Hobb, ou encore de sentir intimement tous les soubresauts de la Terre, comme chez Nora Keta Jemisin, ou alors de créer des créatures hybrides qui puissent transmettre par un langage articulé un point de vue non humain, font partie un petit peu de tout ce potentiel justement. Et effectivement, les personnages interagissent avec leur milieu naturel dans le cadre d'expériences de contemplation ou de nomadisme, mais aussi de dialogue ou de jeu. Donc leur milieu naturel n'est pas à lire comme un reflet des sentiments des personnages, ni comme un arrière-plan nécessaire à l'action. Mais au contraire, la nature se constitue comme une force narrative autonome, ce que d'ailleurs Laurence Buell, qui est un des fondateurs aussi de l'éco-critique, identifie justement comme un des traits de reconnaissance d'un récit environnemental. Donc il dit notamment que l'environnement non humain se constitue comme une présence et non comme un cadre, en suggérant que l'histoire humaine est imbriquée dans l'histoire naturelle.
Donc en sortant justement des logiques anthropocentriques, donc des logiques du point de vue uniquement humain, les personnages de ces romans cités explorent leur rapport à un environnement dynamique et interrogent aussi leur place en son sein et leur perception de ce qui les entoure. Donc ça se retranscrit par beaucoup de tentatives stylistiques de retranscrire toute la complexité vivante du monde dans lequel ils évoluent. Et les éléments semblent toujours en interaction constante. Il y a souvent des verbes d'action, par exemple, qui viennent régir les descriptions en dotant, en gros, les éléments naturels d'intention et de mouvements qui leur sont propres. Et en précisant aussi que le dialogue, justement, entre les éléments naturels n'est pas dépendant de la médiation humaine pour avoir lieu. Donc, en fait, ça nous invite aussi à concevoir tous ces cadres globaux, non pas comme la nature, une sorte de bloc homogène, mais plutôt comme un grouillement de vie et d'animation qui est aussi extérieur aux humains. Donc, plus que des territoires à explorer, ces mondes sont avant tout des écosystèmes, c'est-à-dire des biotopes complexes, composés d'êtres vivants interdépendants et en interaction permanente avec leur habitat. C'est la définition de l'écosystème. C'est des systèmes complexes, c'est-à-dire que c'est des éléments qui interagissent entre eux en suivant des lois simples, mais en superposant leurs interactions les uns avec les autres. Je cite ici un biologiste, Olivier Hamann, qui écrit ainsi que tous les organismes vivants sont des systèmes complexes, puisqu'ils sont le fruit d'interactions entre cellules pour former des tissus. Il s'agit même de systèmes complexes multi-échelles, puisque, comme des poupées russes, les organismes vivants sont le siège d'interactions entre molécules, entre cellules, entre tissus, entre organes, et enfin entre organismes dans la population. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans nos romans, justement, cette variation entre les échelles pour montrer que les interactions adviennent aussi bien au niveau micro, au niveau vraiment presque biocellulaire, qu'au niveau macro, à l'échelle des mondes dans leur ensemble. Par exemple, dans le Pacte des Marches-Sombres de Pierre Bottero, le personnage d'Elana est donc la héroïne de la trilogie du Pacte des Marches-Sombres, et elle se retrouve orpheline à 5 ans et elle est recueillie par des créatures humanoïdes qui sont farouches et agiles, qui s'appellent les Petits, qui vivent dans une forêt primaire. Et Elana, l'héroïne, grandit ainsi dans un milieu sauvage, loin de toute civilisation, au cœur de la forêt et au milieu d'un peuple qui base son quotidien sur ses interactions avec la nature. Lorsqu'elle retourne au contact de la civilisation dans une ville pour la première fois, Elana est complètement ignorante des mœurs humaines et elle commence alors tout un travail d'apprentissage des mœurs, des codes, des codes aussi de la survie en ville qui apparaît finalement plus dangereuse que la forêt de son enfance. Et c'est ensuite en rencontrant des marches-sombres qu'elle revient en fait à une interaction plus directe avec la nature. Et donc les marches-sombres dans le Pacte des Marches-Sombres, c'est une sorte de guilde, comme moins un métier qu'un mode d'être au monde qui valorise la solitude, l'indépendance et la compréhension de soi, ainsi que un rapport d'harmonie avec le monde extérieur. Donc les marches-sombres, c'est cette guilde qui n'a pas d'autre utilité, qui n'a pas d'utilité sociale en fait ni économique, et qui existe uniquement pour essayer de comprendre son propre corps et de comprendre l'environnement. Et donc c'est en rencontrant des marches-sombres et en commençant une formation auprès d'eux qu'Elana apprend à reconsidérer le monde sauvage et à comprendre les vies qui peuplent le monde sauvage et les forces qui l'habitent. Et en voulant comprendre ces forces et s'accorder à elles plutôt que d'aller contre elles, les marches-sombres incarnent justement un rapport intime et complice avec l'environnement. Et c'est notamment visible dans des passages où Gilano, qui est le maître marche-sombre d'Elana, lui demande de jouer avec la rivière pour comprendre les logiques et les énergies qui l'habitent. Donc par exemple, dans cet extrait qui intervient dans le premier tome, Gilano dit à Elana « Je veux que tu imagines que cette rivière est l'univers, son courant la vie. Un marche-sombre est conscient des forces qui l'entourent et qui agissent sur son environnement. Tous les environnements, toutes les forces. Va jouer avec la rivière, comprends-la. » Et donc, dans les premiers tomes, c'est un échec total parce que, évidemment, on n'est pas dans une petite rivière, on est dans un énorme torrent où le personnage d'Elana se fait complètement malmener et n'arrive pas du tout à comprendre, justement, le mouvement qui agite le torrent et les forces qui l'agitent.
Mais ce jeu avec les forces aquatiques titanesques revient à plusieurs reprises comme un moyen pour le lectorat d'évaluer presque les progrès de la protagoniste et sa compréhension de son environnement. Donc par exemple, à 2 tomes d'intervalle, on a cet extrait-là. Elana descendit de cheval et s'approcha du torrent. Lentement, elle commença à se déshabiller. L'eau était encore plus froide que dans son souvenir, et elle ne pouvait compter sur la corde que Gilano avait alors tendue pour la retenir. Elle refusa d'y penser. Le courant était une main énorme qui cherchait à la broyer. Elle fléchit les genoux, pivota sur ses hanches, laissa passer la main. Le courant devint un poing qui la frappa, voulut la frapper. Elle l'accompagna, l'entoura, l'engloba, le fit sien. Le poing disparut. Une masse liquide irrésistible déferla sur elle. Elana plongea, plus liquide encore que l'eau qui l'assaillait. Ses gestes devinrent écume, sa conscience tourbillon, son âme torrent. Elle sortit alors de l'eau, elle grelottait, ses lèvres étaient bleues, pourtant en elle brûlait une flamme aussi chaude qu'un soleil. Donc là, on voit justement un petit peu, grâce à toute la poésie qui emprunte ce passage, la perception du personnage de ce jeu avec les forces naturelles et sa compréhension progressive justement de cette masse liquide dans laquelle elle s'insère. Et ce passage de baignade intervient aussi à un moment significatif, puisque c'est le moment où Nilem, qui était son ancien compagnon, vient de lui proposer de le rejoindre dans sa conquête de pouvoir. Et le jeu avec la rivière donne alors sens au refus d'Elana. Donc en dédaignant la consécration, elle trouve justement son bonheur dans la compréhension toujours plus fine des forces naturelles qui l'entourent. Et cette compréhension des forces de la nature met en valeur une conception de l'environnement, non pas comme une juxtaposition d'entités statiques, mais comme un entrelac de flux, de forces et de mouvements qui reproduisent à échelle réduite la complexité féconde de l'entièreté du monde sauvage. Et on remarque alors que l'environnement n'est plus un élément extérieur qui est décrit par le personnage qui l'habite, mais l'environnement est une dynamique dans laquelle l'humain doit s'insérer. Et autrement dit, cette vision marchombre incite à repenser le monde sauvage comme une dynamique constante et non pas comme un concept. Et puis ça incite aussi à voir l'humain comme inclus dans le monde sauvage, inclus dans cet écosystème justement. Donc ça vient vraiment à l'encontre de cette idée qu'il y aurait une sorte de grands fossés, de grands partages entre nous les humains qui représentant une forme de culture et la nature qui serait complètement distincte de nous. Au contraire, cette vision des écosystèmes montre qu'il y a une vraie interconnexion et une vraie inclusion justement de nous les humains au sein de ce qui n'est pas humain. Et donc ce qui est intéressant, c'est d'examiner non seulement la spatialisation du récit et l'effet de totalité de ces fictions écosystèmes telles qu'on l'a vu aussi dans toute cette première partie, mais aussi cette manière dont les interactions entre les humains et les non-humains participent à la création de ces écosystèmes. En dédaignant la possibilité de jouer un rôle social, économique ou politique utile, les personnages préfèrent ici défendre un mode de vie qui préserve leur liberté individuelle et leur osmose avec l'environnement. Et cette osmose s'apparente d'ailleurs à une forme de symbiose, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'une interaction et d'une forme d'harmonie, de vie en harmonie, mais bel et bien d'un échange réciproque où chacun tente d'apporter à l'environnement autant que l'inverse. Donc, en clair, au lieu de vivre en parasite, en pompant les ressources de l'hôte sur lequel on est, justement, ces personnages veulent vivre en symbiose, c'est-à-dire dans un échange réciproque en apportant autant à l'hôte que l'hôte apporte. L'hôte étant l'organisme sur lequel les parasites peuvent se pomper l'énergie, justement. Et donc, s'insérer dans la nature, ce n'est pas seulement une interaction entre les personnages humains et le non-humain, mais c'est aussi une manière de représenter ces univers comme complexes et grouillants de vie à toutes les échelles. Donc vouloir représenter la nature, c'est se focaliser sur l'immense comme le minuscule, et c'est aussi comprendre que le renouvellement de la vie s'opère à toutes les échelles. Et donc les romans explorent, les romans et les bandes dessinées et les séries mentionnées précédemment, explorent ce grouillement de vie du minuscule à l'immense, de la proie au prédateur, sans hiérarchisation. Ce qui tue et ce qui est tué ont droit au même respect, les créatures énormes et les insectes sont pareillement mentionnés dans un grand nombre de romans. Et ce balayage de toutes les échelles d'existence possibles replace l'humain
dans un continuum d'espèces sans hiérarchie, dans une sorte de chaîne naturelle qui s'oppose à la représentation de la nature comme une forme de pyramide dont les humains seraient au sommet. Donc pour illustrer ça, je vous ai mis 2 images tirées de Nausicaa de la vallée du vent d'Hayao Miyazaki, où on voit justement donc le personnage humain de Nausicaa qui apparaît comme minuscule face aux insectes qui ont une taille tellement démesurée qu'ils ne rentrent même pas dans le plan, dans les plans qui sont faits. Pour prendre un exemple romanesque aussi, chez Robin Hobb, la relativité des statuts de proie et de prédateur est toujours mise en évidence par une représentation de l'humain qui est toujours à la fois chasseur et chassé. Donc dans la série romanesque de l'Assassin Royal, les épisodes de chasse sont omniprésents par exemple. Donc l'Assassin Royal, c'est toute une série romanesque qui s'étend en de nombreuses trilogies, qui elle-même donne aussi naissance à des trilogies qui se centrent sur des personnages secondaires, etc. Et dans l'Assassin Royal, le personnage principal s'appelle Fitz, et c'est un personnage qui possède notamment la magie du wit, ça s'appelle, qui est en fait le don de pouvoir comprendre les animaux et de se faire comprendre d'eux, et donc de communiquer avec les animaux, et même de se lier avec un lien extrêmement intime, extrêmement puissant, à un animal en particulier. Et donc Fitz se lie à un animal, à un loup, qui s'appelle Night Eyes, œil de nuit en français. Et donc, cet humain et ce loup scellent leur complicité aussi par justement les épisodes de chasse qui permettent leur subsistance et qui soulignent aussi leur mode de vie nomade qui impacte très peu leur environnement. Donc il n'y a aucune modification des territoires, aucune installation, aucun élevage, aucune accumulation des biens qui ne sont envisagés jusqu'à la fin de la trilogie, et encore c'est sans arrêt remis en question. Et puis les épisodes de chasse sont aussi l'occasion de s'attarder sur le grouillement de vie permanent dans ces romans et de souligner le statut ambigu des protagonistes qui peuvent être prédateurs autant que proies. Et si ces épisodes ont une si grande place dans ces romans, c'est aussi parce qu'ils permettent de souligner l'inscription du personnage dans une chaîne alimentaire. Donc déjà le don d'empathie de Fitz, ce wit qui lui permet à la fois de communiquer avec les animaux mais aussi de ressentir leurs émotions, ce qui fait qu'en fait quand il tue, il souffre également. Et donc ce don d'empathie ne l'empêche pas de perpétrer l'acte de chasse qui est nécessaire à sa propre survie dans ce monde-là qui n'est pas un monde d'abondance. Mais face à cette activité prédatrice, les personnages assument aussi leur statut de proie en voulant rétablir la race des dragons, qui est une race de prédateurs pour l'humain. Des petites illustrations. Et effectivement, donc dans ces œuvres-là, la race des dragons a été presque éteinte suite à une catastrophe naturelle. Et les dragons, en fait, étaient des prédateurs sauvages et orgueilleux. Et pourtant, les protagonistes sont vraiment animés par l'idée de les sauver. Par exemple, dans l'une des trilogies qui se centre justement sur d'autres personnages que Fitz, des personnages principaux comme Malta, par exemple, qui est une des protagonistes, est complètement obsédée par l'idée de délivrer la dernière dragonne qui se trouve dans le dernier cocon de dragon enterré sous des ruines. Et aussi dans les trilogies justement se centrant sur le personnage de Fitz, la quête d'un des princes pour achever l'un des derniers dragons, parce qu'on découvre qu'en fait ce ne sont à chaque fois pas les derniers. En tout cas, sa quête pour achever l'un des derniers dragons qui est sous la glace est freinée par le personnage du fou, qui est un personnage très présent et très intéressant dans toute l'œuvre, qui est convaincu de la nécessité de délivrer le dragon. Et selon lui, en devant cohabiter avec des êtres plus puissants qu'elle, l'humanité gagnerait en humilité. Et en fait, rétablir la race prédatrice des dragons serait nécessaire pour tempérer l'orgueil des humains et pour bouleverser leur vision d'eux-mêmes. Leur vision d'eux-mêmes comme tout puissants et comme ayant tout pouvoir sur le reste du monde. Donc, je vous ai mis ici des petites citations qui illustrent ça, où le fou, par exemple, illustre son propos en disant « Humanity has become a lonely race and dangerously arrogant in our solitude. The return of dragons will restore balance to our intellect and to our ambition. » Et puis on voit aussi que lié à ça, on a justement l'évocation de points de vue des dragons eux-mêmes ou alors des serpents de mer qui sont en fait le stade premier des dragons. Ça pareil, on l'apprend au fur et à mesure. Et à chaque fois, la perception qu'on a, le point de vue des dragons et des créatures marines
perçoivent justement les humains comme des sortes de parasites ou comme des petits insectes. Donc c'est ce qu'on voit aussi avec les citations suivantes. Par exemple, un serpent de mer en voyant un bateau empli d'humains dit Parasites infested his body. En clair, le corps du bateau était infesté de parasites. Et puis donc l'un des dragons justement délivré, une fois qu'elle est délivrée, ne cesse de comparer les humains à des parasites microscopiques en se demandant, par exemple ici, comment des créatures comme vous ont réussi à survivre et à infester le monde de cette telle manière. Et donc la focalisation interne dans les pensées justement des créatures, des dragons, etc. Donc focalisation interne, c'est-à-dire qu'on adopte dans le récit le point de vue, le point de vue, la focalisation des personnages en question. Donc cette focalisation interne nous révèle que les dragons perçoivent les humains comme des sortes d'insectes et perçoivent les humains comme les humains perçoivent eux-mêmes les insectes. Par exemple, dans cette citation, en se demandant comment ces pauvres créatures si faibles, comment elle peut être en dette envers justement des créatures qui sont si faibles qu'en fait elles s'apparentent à un papillon et dont l'espérance de vie est à l'échelle des dragons la même espérance de vie qu'un papillon pour nous. Donc les dragons, ce sont des êtres de légende au début du cycle de l'assassin royal. Et ils prennent de plus en plus de place dans l'intrigue à mesure que les différents personnages les sauvent et délivrent les derniers de leur race. Et donc tous ces personnages qui justement s'acharnent à vouloir sauver ces races de dragons et ces prédateurs s'introduisent dans des schémas diégétiques, des schémas d'histoire fantasy figés, afin d'adapter des légendes aux problématiques contemporaines. Donc là, il ne s'agit plus de pourfendre un monstre, mais de réintroduire une espèce en voie d'extinction, quitte à remettre l'hégémonie de l'homme en cause. Et puis surtout, donc, ça replace explicitement et volontairement l'humain au sein de cette chaîne naturelle dont l'humain croyait être sorti depuis Descartes. Et donc l'humain devient une espèce animale comme les autres, dont la vie a autant de valeur et dont la supériorité n'est qu'une illusion. Je vous ai mis aussi, pour illustrer ça, cette image tirée de Game of Thrones où on voit justement deux personnages entourés des dragons qui ont un aspect menaçant et dont on voit bien la supériorité biologique. Et dans beaucoup de romans, on remarque aussi une récurrence de procédés stylistiques qui visent à dévaluer les humains ou à souligner tout le côté complètement relatif de leur puissance. Donc par exemple, pour reprendre des citations extraites des mondes de Pierre Bottero, on remarque dans cette première citation que le premier face-à-face de deux personnages, Bjorn et Salim, avec la dame, qui est une énorme créature aquatique, se déroule de cette manière. Une forme gigantesque, 10 fois plus grande que le bateau, alors qu'une partie de son corps se perdait dans le brouillard, émergeait à 2 encablures d'eux. La forme luisante d'un cétacé géant, effilé et puissant. Une forme reconnaissable entre mille. La dame. Une nageoire caudale démesurée s'agita dans les profondeurs de la mer, et la tête de la dame apparut, ruisselante d'eau. Un œil d'une taille inouïe, pailleté d'or et porteur d'une sagesse infinie, se braqua sur les deux amis, soudain ravalés au rang d'insectes. Et cette même comparaison à l'insecte, introduite par ce même verbe comparant, apparaît à plusieurs autres moments dans ses œuvres. Par exemple, lors de la description de l'œil d'Autolèbe, qui est une sorte d'énorme cours d'eau doué de conscience. L'œil d'Autolèbe dégageait une extraordinaire impression de sérénité et de puissance, une énergie rayonnante qui écrasait l'observateur, le ravalant au rang d'insecte face à des forces telluriques titanesques. Et puis cette comparaison peut aussi se décliner avec d'autres verbes introducteurs qui connotent toujours cette idée vraiment d'une dévaluation des humains. Par exemple, lors de la description d'une forêt, les ombres et la lumière, enfin, amies, amantes, joueuses, taquines et mystérieuses, bouleversante touche finale, apportaient un spectacle qui ramenait l'homme à son statut d'insecte. Donc ici, l'insecte est une sorte de symbole du minuscule qui renvoie à ce qui, pour l'humain, est insignifiant et qui souligne en fait l'insignifiance même de l'humain. Dernier exemple justement sur cette perception, ce ravalement des humains à une forme d'insecte. Face à une énorme montagne, on peut lire ceci. Au-delà du sommet de la falaise, la masse du Rantaï, donc c'est
l'énorme montagne en question, la masse du Rantaï les surplombait, écrasante de verticalité et de silence. Il se dégageait de la montagne ocre une solennité presque effrayante, une force qui ramenait l'humain à sa véritable dimension, minuscule. Et puis la dévaluation ne se fait pas toujours au détriment de l'humain, qui peut aussi être prédateur, comme on le voit aussi dans la citation suivante, qui justement prend le point de vue d'un tigre, d'un énorme tigre des prairies, qui en fait, face à un petit humain, mais qui est extrêmement puissant, finalement se ravise et ne va pas le manger, et où il est dit à la fin... Donc l'humain est diminué, pitoyable au regard même de sa race chétive, pourtant il dégage au-delà de sa faiblesse l'aura d'une puissance effrayante. Une puissance qui le ravale, lui, seigneur des félins, au rang d'un chaton nouveau-né. Frôlement dans les hautes herbes, le tigre se retire, affamé, vivant. Donc dans tous ces exemples, une même structure syntaxique et thématique apparaît, donc un individu imposant se trouve face à un individu encore plus imposant, ce qui amène l'individu premier à être comparé à ce qu'il considère comme insignifiant, et il se trouve ainsi doublement comparé au plus grand et au plus petit. Et donc, au moyen de ces comparaisons d'évaluatives permanentes, nous est vraiment martelé le rappel que la puissance dépend uniquement du point de vue, que l'hégémonie d'une espèce n'est que relative à ce qui l'entoure, que les rapports de force ne sont jamais absolus, et que donc personne n'est le maître ou le possesseur de la nature, chacun n'est que le maillon d'une chaîne naturelle pouvant être fort ou faible selon ce qu'il rencontre. Donc cette relativité de l'importance et de la puissance de chacun est notamment actée par l'omniprésence d'une nature qui est immense et sublime et dans laquelle évoluent les protagonistes, mais aussi par l'omniprésence d'une nature qui est justement minuscule et imperceptible et dont la taille ne la rend pas moins existante et tout aussi signifiante. Et cette reconnaissance de la valeur d'un monde minuscule autant que d'entités gigantesques permet de considérer l'humain au sein d'un tout qui l'englobe, d'autant que le point de vue des entités gigantesques place l'humain dans la situation de ce monde minuscule. Et puis donc dans nos œuvres, les interactions propres à la biocénose, c'est-à-dire à l'ensemble des êtres vivants qui coexistent dans un espace, les interactions sont accentuées par la redéfinition des interactions et des frontières entre certaines créatures. Donc quand elles ne fondent pas leur identité mutuelle sur un rapport de symbiose ou de parasitisme, les créatures s'avèrent souvent hybrides ou monstrueuses, concentrant en elles les caractéristiques d'espèces différentes. Donc ça vient souligner la dimension toujours plurielle de chaque organisme, qui est toujours lui-même composé d'autres organismes et issu lui-même d'une évolution organique sur le long terme. Donc l'existence de ces chimères, soulignant cela, propose de redéfinir l'identité par la multiplicité. Donc nous sommes tous des mélanges, tous pluriels, tous plusieurs, et la manière dont ça se voit n'est qu'un spectre, qu'une question de degré d'ouverture à l'altérité. Donc par exemple, dans les œuvres mentionnées précédemment, on a vraiment cette mise en scène d'êtres merveilleux, qu'ils soient inspirés de bestiaires de fantaisie déjà existants, comme par exemple les dragons, ou qu'ils soient issus de l'imagination de l'auteur, comme par exemple avec la dame qu'on a vue. Et une inversion entre le normal et le monstrueux peut alors s'opérer. Et parmi ces êtres merveilleux, ou alors pour les faire exister, des métissages interespèces sont imaginés. Et des êtres hybrides peuvent alors émerger à la croisée de l'humain et du non-humain, en invitant alors à se questionner sur les frontières spécistes et sur la hiérarchisation des espèces. Donc, en gros, en représentant des êtres qui ne sont ni vraiment humains, ni vraiment animaux, ou végétaux, ou minéraux, les œuvres incitent à interroger les bornes de la typologie des hybridités, et elles incitent à démonter les concepts de monstruosité, puisqu'elles n'ont pas de frontières, les espèces ne sont jamais coupées les unes des autres, les corps sont toujours modifiés et malmenés en permanence dans les récits de fantaisie. Aucune nature ni aucune essence n'est définitive, puisque chaque être est susceptible d'être toujours croisé, modifié, d'évoluer, de se métamorphoser. Donc j'ai illustré ça par cette image tirée du manga Hunter x Hunter de Yoshihiro Togashi, et où en fait il y a un des arcs, c'est-à-dire un des groupements de chapitres de cette œuvre qui met en place une espèce de fourmi particulière qui prend les caractéristiques des proies dont elle se nourrit,
Et en fait, au fur et à mesure de l'œuvre, on a cette espèce de fourmi chimère qui évolue en comptant des membres chimériques issus, par exemple, d'espèces de croisements donc de lions, de fourmis, de baleines et de tigres. Enfin voilà. Et donc cela reprend aussi l'idée darwinienne, donc avec la théorie de l'évolution, selon laquelle les espèces vivantes ne sont pas immuables, mais au contraire s'adaptent à leur milieu et transmettent leur caractère afin de survivre. Et donc dans ces œuvres, les changements biologiques qui sont opérés chez les créatures rappellent que toute forme de vie n'est que finalement la métamorphose d'une autre. Et la monstruosité est finalement une condition liée à l'évolution, à l'écosystème global du vivant, tandis que la métamorphose est finalement une version accélérée de l'évolution d'une espèce vers une forme plus adaptée. Donc c'est ce qu'on voit visuellement avec des bandes dessinées ou des mangas comme ici, mais aussi grâce à des poétiques particulières, des mises en place d'un style particulier au niveau romanesque. Par exemple, pour reprendre encore l'exemple de l'assassin royal avec ce personnage de Fitz, la rencontre de Fitz et de Night Eyes, donc son loup, introduit une forme de tournant dans la narration, puisqu'on a un système de retournement de point de vue qui apparaît de manière très récurrente et qui laisse entièrement place à la perception du loup, qui est accompagnée par une grande place, par exemple, accordée à l'odorat, à une différente perception de l'espace et du temps, et parfois même à des confusions identitaires où l'humain et le loup intervertissent leur corps. Et donc le point de vue alterne du loup à l'humain, souvent sans explicitation, dans la continuité du pronom de première personne. Donc c'est un récit qui se passe au jeu, c'est un personnage qui dit « je », et parfois ce jeu est autant le jeu du loup que le sien, parfois c'est celui uniquement du loup, etc. Et c'est donc au lectorat de déduire par des indices si la narration exprime le point de vue du loup ou celui de l'humain. Donc par exemple, au début du troisième tome de la première trilogie de cette série d'œuvres, le personnage de Fitz transfère son âme dans le corps de son loup pour survivre à la torture. Et alors, deux esprits cohabitent dans le corps du loup jusqu'à ce que les tuteurs de Fitz récupèrent son corps et que l'esprit de Fitz puisse regagner donc son corps. Mais il reste alors marqué par l'expérience donc de cette métampsychose dans le corps de son loup. Et il ne parvient pas pendant très longtemps à accepter qu'il n'est pas un loup. Et donc toute la première partie du roman est menée du point de vue interne de cet homme loup qui refuse de retrouver une pensée humaine. Et l'animalité de son comportement est soulignée par exemple, l'absence de pensée au futur, par une existence qui est presque entièrement appréhendée dans la spontanéité du présent et dans les sensations brutes. Et donc le lecteur comprend la situation extérieure autour du personnage par la retranscription de dialogues, par exemple, que le narrateur entend entre les autres personnages qui interagissent, mais il les entend à chaque fois sans chercher à les comprendre. Et le récit se déroule comme une sorte d'accumulation, de succession d'envies, de besoins, où le réel extérieur est décrit sans être forcément interprété. Donc c'est ce qu'on voit par exemple avec ce passage, sur lequel je ne vais pas forcément m'attarder, faute de temps. Mais où on voit vraiment que, si vous avez eu le temps de le lire pendant que je parlais, si vous pouvez faire plein de choses en même temps, lire et écouter, on remarque dans cet exemple que la parataxe, donc c'est-à-dire l'absence de syntaxe, de liant entre les phrases entre elles, souligne justement une sorte d'absence de nivellement des données qui se succèdent sans subordination, sans causalité, et tout chez le personnage, les envies, les sensations, les visions, est décrit sur le même plan syntaxique, sans profondeur d'interprétation, et tout semble immédiat, d'où la récurrence aussi de l'adverbe suddenly. Donc, par exemple, dans cet exemple, le fait qu'il ne veuille pas sortir dehors est associé seulement à une spontanéité indépendante de toute cause, et non pas au fait que le temps soit mauvais, ce qui est décrit dans la phrase précédente. En plus de partager son esprit avec celui d'un loup, Fitz possède deux magies qui lui donnent accès à la conscience et au ressenti des humains et des non-humains qui l'entourent. Et donc ces capacités sont autant un don qu'une malédiction, puisque ça lui permet de rentrer dans les esprits, mais ça le condamne aussi à subir toute souffrance endurée par autrui. Et par ailleurs, son identité menace souvent donc de se diluer dans tout ce maelstrom des identités qui l'entourent, et ce qui vient donc
questionner en permanence les rapports entre l'identité individuelle et le collectif. Donc chez Robin Hobb, de manière globale, l'hybridité physique est toujours doublée d'une hybridité identitaire mentale encore plus complexe, où les êtres ne sont jamais un. Ils partagent toujours des identités collectives qui sont toujours complexes, toujours fluides. Et ces identités chimériques sont aussi bien développées dans Les Aventuriers de la Mer que dans L'Assassin Royal. Donc c'est toutes ces séries de romans là qui s'imbriquent les unes dans les autres. Donc les créatures, les hybrides, les monstres, les métamorphoses ou même les fusions entre les personnages donnent à voir toute une déclinaison de population qui module les frontières entre l'humanité et l'animal, ou entre l'humanité et le végétal, ou le minéral aussi, le végétal chez Alain Damasio par exemple, ou le minéral chez Nora Keta-Jemisin qu'on a mentionné précédemment. Et donc la mise en scène des symbioses, des hybridités ou des monstruosités peut participer à une sorte de pensée de l'involution qui permettrait de voir justement le mouvement vers le non-humain, non pas dans une perspective de progrès, mais simplement comme un mouvement, comme un changement, comme une évolution dans le sens d'une modification, d'une adaptation. Donc l'être humain n'est plus une espèce indépendante, il dépend de ses liens au monde sauvage. Et le contact justement entre ces êtres, la compréhension intime du vivant et l'hybridation des héros et héroïnes permet aussi de détacher la narration d'une anthropomorphisation, donc c'est-à-dire d'une vision du non-humain comme vu justement calqué sur un comportement humain et vu à travers uniquement des yeux humains. Et donc il y a vraiment une sorte de double mouvement qui fait se confondre et se fondre les points de vue des hommes et celui imaginé des bêtes. J'en viens donc à mon troisième point sur les fictions sous-optimales, puisqu'on a vu donc avec tous ces exemples précédents qu'il y a une forme de dédain du pouvoir de la part des protagonistes, une sorte aussi de mépris des quêtes de puissance et de consécration au profit d'une vie inutile et inefficace à tenter de comprendre la rivière, par exemple dans le cas d'Elana, ou devenir loup dans le cas de Fitz. Et donc c'est un des nombreux éléments qui m'a toujours interpellée justement dans mes lectures de la fantasy, puisqu'en fait malgré leur puissance énorme, malgré leur magie, malgré toutes les merveilles que recèle leur monde, les personnages décident d'avoir des comportements inefficaces. Et donc c'est là le paradoxe, puisqu'on est vraiment dans un genre hyperbolique, comme on l'a vu dans la première partie, avec une mise en scène de personnages dont les capacités dépassent les frontières de leur humanité, avec des mises à l'épreuve et des quêtes merveilleuses qui incitent les protagonistes à repousser toujours davantage leurs limites, à accumuler les exploits et les explorations dans ces successions illimitées de tomes. Donc l'expansion et la surenchère narrative peuvent sembler être les maîtres mots du genre, qui n'est toutefois pas à réduire à ces schémas-là, évidemment. Mais donc, dans beaucoup de romans, et notamment dans ceux qui ont été mentionnés ici, une tendance inverse peut se dessiner, où les héros et héroïnes sont certes dotés de pouvoirs extraordinaires, mais ces pouvoirs sont moins à prendre comme des forces à exploiter que comme des possibilités dont il ne faut pas abuser. Et donc, des limites imposées aux volontaires sont toujours déterminées, que ce soit dans les actions des personnages, dans l'exploitation de leurs pouvoirs, ou même dans leur façon de se déplacer, par exemple. Et puis l'utilisation des pouvoirs a souvent un prix, qu'il s'agisse d'un contre-coup physique, d'une somme d'énergie à rembourser, ou d'une réduction des capacités des personnages. Et ces limites peuvent aussi relever donc d'une nécessité narrative du genre aussi, puisque une histoire est-elle possible si les pouvoirs des personnages sont absolus ? Donc autrement dit, est-ce que ce ne serait pas justement les failles des pouvoirs qui permettent le développement d'une histoire ? Donc ça, c'est une des pistes de réflexion possibles, mais aussi, au-delà de ces limites qui peuvent relever justement de la productivité de l'histoire, d'une condition de possibilité de l'histoire, il y a beaucoup de cycles romanesques qui mettent en scène des personnages qui refusent ou qui doutent du bon usage de leur pouvoir. Et les protagonistes sont ainsi dotés de pouvoirs immenses qu'ils n'utilisent que de manière très limitée. Et donc une multitude d'éléments dans des séries donc romanesques ou dessinées ou filmées semblent ainsi répondre à des logiques particulières qui mettent au premier plan la lenteur, la sous-exploitation de ses ressources ou le refus de l'utile. Donc par exemple, pour reprendre encore une fois cet exemple de l'Assassin Royal de Robin Hobb, le héros, Fitz, est descendant de sang royal,
Donc c'est un bâtard, mais qui a la possibilité tout au long des œuvres de prendre le trône, qui peut avoir accès au pouvoir politique, à de grandes responsabilités, etc. Et il possède aussi non seulement le wit qu'on a vu précédemment, donc cette magie qui lui permet d'interagir et de se lier et de ressentir les émotions des animaux, mais aussi le skill, littéralement le talent ou la capacité, ce qui est traduit en français par l'art, qui est une magie rare, qui est généralement le monopole du sang royal et qui lui permet de manipuler les esprits humains. Et donc c'est une magie extrêmement puissante qui naît de manière aléatoire chez certains individus, sauf chez les descendants royaux qui, eux, la possèdent de manière récurrente. Et donc cette magie permet de s'introduire dans l'esprit d'une personne, souvent pour communiquer par télépathie, mais elle peut aussi permettre de connaître intimement tous les secrets d'une personne et de la manipuler. Cette connaissance de l'autre s'applique aussi à soi-même, puisque le skill permet aussi de mieux comprendre son propre corps, voire même d'y inciter des changements physiques, de s'auto-métamorphoser. Et donc avec ces deux magies et son statut de bâtard royal, Fitz possède tous les attributs de la puissance, tous les outils pour progresser, pour évoluer, pour devenir le meilleur, pour devenir le plus fort aussi. Or, justement, il ne cesse de prendre des drogues pour éteindre sa magie royale. Il a le trône en horreur et il ne cherche qu'à fuir les responsabilités pour aller courir dans la forêt avec son loup. Il se fait même passer pour mort pendant énormément de tomes pour justement qu'on cesse de venir lui demander des comptes. Donc en clair, on a un personnage qui est doté de pouvoirs immenses, utiles et efficaces, c'est-à-dire parfaitement adaptés aux situations qu'il rencontre et supposés lui permettre de faire face à n'importe quel danger. Mais il les sous-utilise et ne cherche pas à les maximiser. Et donc cette non-maximisation est même presque un sabotage dans son cas, puisqu'il nie complètement le bien fondé de son talent, et il refuse d'utiliser ses magies, il n'apprend pas à utiliser ses pouvoirs, il préfère les ignorer plutôt que de s'en servir de manière efficace. Donc bon, c'est des exemples qui se multiplient dans énormément d'œuvres, dans L'Art du contrevent d'Alain Damasio par exemple, ou encore une fois dans Le Pacte des Marches-Ombres qu'on a évoqué avant, dans cette trilogie de Pierre Bottero. Et à chaque fois, il ne s'agit pas seulement d'enjeux narratifs avec des limites qui sont posées au pouvoir des personnages pour permettre à l'intrigue de se nouer, mais bien d'un parti pris. Les auteurs et autrices mettent en scène des personnages qui sont désireux de laisser leur capacité dormante, de s'extraire de leurs objectifs et de refuser leur pouvoir. Et effectivement, on a une sorte de déplacement des enjeux des quêtes des personnages et de leurs itinéraires. Donc ce qui compte est moins l'accès au pouvoir, à la puissance, à la domination ou au progrès. Au contraire, ce qui compte, c'est l'itinéraire lent de ces personnages, leur exploration du monde qui les entoure à toutes les échelles, leur compréhension progressive de la complexité des écosystèmes qu'ils traversent et dont ils font partie, le rétablissement de liens avec leurs semblables ou avec le non-humain. Et donc finalement, le cœur du récit, c'est ça. C'est ces itinéraires collectifs, ces explorations de mondes luxuriants, de leur faune, de leur flore, et aussi l'exploration du ressenti face à cette abondance de la nature et des émotions qui naissent à son contact. Donc, en termes biologiques, ces personnages ont ainsi des comportements sous-optimaux, en niant leur efficacité potentielle et dédaignant la performance pour mieux interagir avec leur environnement. Donc cette notion de sous-optimalité peut alors nous permettre de comprendre les raisons idéologiques qui impliquent ces choix narratifs. Donc pourquoi, tout en mettant en scène des héros-héroïnes au pouvoir surhumain dans des mondes qui regorgent de possibilités, les auteurs et autrices décident de ne pas exploiter toutes les possibilités narratives qui en découlent. Et donc ces parcours romanesques peuvent poser un cadre très fertile pour envisager le concept de sous-optimalité en proposant des alternatives aux logiques de rapidité, d'efficacité, de surproduction ou d'exploitation de l'environnement qui peuvent régir l'ère de l'anthropocène qu'on a définie précédemment. Donc déjà, la sous-optimalité, c'est une notion qui apparaît en biologie avec le constat que la lenteur, l'aléatoire, l'hétérogénéité ou l'inefficacité sont à la base des capacités d'adaptation des systèmes organiques. Donc je cite ici le biologiste Olivier Amand. Au cours de l'évolution ont été sélectionnées des stratégies qui permettent aux systèmes vivants d'acquérir une certaine stabilité malgré les fluctuations environnementales.
La robustesse du vivant émerge de la variabilité, de l'hétérogénéité, de la lenteur, des délais, des erreurs, de l'aléatoire, des redondances, des incohérences. En somme, la robustesse du vivant n'est pas une qualité ajoutée à la performance. La robustesse résulte de procédés intrinsèquement et localement inefficaces et inefficients, c'est-à-dire opérant contre la performance. Par exemple, pour prendre juste un exemple rapide, la température corporelle, par exemple, qui est généralement à 37 degrés, ce qui est une température qui n'est absolument pas optimale, puisque la plupart de nos enzymes fonctionnent beaucoup mieux à une température qui est plus élevée. Et c'est pourtant cette sous-optimalité qui permet au corps de se défendre quand un pathogène apparaît, donc quand une maladie survient, puisque la fièvre permet alors aux enzymes de fonctionner à plein régime. Et ce qui donc est sous-optimal sur le plan local, ce qui paraît inefficace et ce qui en fait ne nous permet pas d'optimiser nos capacités en permanence, permet finalement d'avoir une marge de manœuvre qui permet la résilience et la robustesse sur le plus long terme. Et donc ce concept de sous-optimalité peut être transposé à des échelles plus importantes et des domaines différents, donc des systèmes culturels, sociaux, économiques, pour envisager des réponses à la crise écologique en permettant de considérer la pertinence sur le long terme de systèmes mais aussi de comportements individuels qui ne soient pas optimaux, c'est-à-dire qui ne cherchent pas à maximiser leurs profits ou à chercher l'efficacité ou l'utilité. Et donc, ce biologiste Olivier Hamann, ainsi que ceux qui travaillent sur la sous-optimalité, proposent de voir dans cette sous-optimalité biologique un comportement qui est aussi à adopter à d'autres échelles, à l'échelle des individus et des sociétés, pour garantir la survie de l'humanité sur le long terme. Bon, voilà, je vous ai mis d'autres citations si vous voulez les lire rapidement, mais je ne vais pas revenir dessus. Mais donc, effectivement, donc ce concept peut être sorti des sciences exactes et justement appliqué à nos mondes. On peut remarquer que justement les mondes de la fantaisie semblent parfois régis par l'erreur, par la lenteur, par la redondance, par l'hétérogénéité, et donc que tous ces mondes fictifs créés par les auteurs et autrices mentionnés esquissent des modes de vie sous-optimaux qui prennent sens dans le contexte environnemental du lectorat. Et effectivement, donc les auteurs et autrices en question sont marqués par les remises en question propres à notre époque, celles de l'optimalité, de la performance, de la productivité, ainsi que les inquiétudes sur la durabilité de nos modes de vie et la résilience des espèces, y compris la nôtre. Et donc il ne s'agit pas d'appliquer la notion de sous-optimalité à tous les domaines possibles et de transposer artificiellement une notion scientifique à des considérations sur le genre littéraire, mais plutôt de montrer que cette notion peut justement être un mode sur lequel appréhender le monde, un prisme par lequel peut se concevoir le réel et qui, repris donc par des moyens littéraires, peut nous aider justement à porter sur le réel un regard différent. Donc les séries romanesques citées ici ne se concentrent pas sur le concept direct de sous-optimalité, ce n'est pas cité dans les œuvres. Mais en tout cas, elle propose un cadre extrêmement riche pour réfléchir à la pertinence de conduites collectives et individuelles qui ne soient pas optimales. Et effectivement, les personnages donc semblent adopter souvent des comportements non productifs, voire antiproductifs, à l'inverse d'une héroïque fantasy conçue comme la mise en scène d'un héros solitaire qui utilise la force brute pour parvenir à ses fins. Ici, au contraire, les personnages des romans, par exemple, de Robin Hobb, de Pierre Bottero, de Nora Keta-Jemisin, de Liliana Bodoc, enfin, toutes ces auteurs et autrices qu'on a cités, sont à l'opposé du héros viril qui cherche à s'accomplir en dominant, en s'accaparant un trésor ou en s'emparant du pouvoir. Et au contraire, leurs univers diégétiques, leurs histoires, mettent en avant des personnages qui refusent le pouvoir ou qui refusent leur pouvoir. Donc c'est ce qu'on a vu avec l'exemple de Robin Hobb. On a évoqué aussi avec le pacte des Marches-Sombres que le but ultime des Marches-Sombres et du personnage d'Elana est de vivre dans l'autonomie la plus totale et en harmonie avec la nature. Et que, à la différence des autres guildes de ce monde-là, les Marches-Sombres n'ont aucune utilité politique, sociale, ni économique, etc. On retrouve également toute une gamme de personnages qui possèdent des pouvoirs démesurés mais qui ne les utilisent absolument pas. Par exemple, un troll qui pourrait faire complètement basculer l'issue de la guerre parce que voilà, il
il est tout simplement surpuissant, mais qui en fait passe les combats à cueillir des fleurs. Enfin voilà, on a vraiment ces mises en scène de ce refus ou de ce dénigrement du pouvoir. Et ces comportements inefficaces, voire contre-productifs des personnages humains, se doublent de leur association au non-humain, qui leur permet de cesser de se concevoir comme au sommet de l'évolution, comme on l'a vu. Et donc cette mise en scène donc d'une forme d'involution peut aussi aider à penser la sous-optimalité comme permettant à la fois de réfléchir aux représentations des écosystèmes et au rapport des protagonistes au dogme de la performance, du pouvoir et du profit. Et donc en tentant de s'excentrer d'un regard humain optimal, on va dire, ces œuvres font aussi de la littérature un terrain propice à l'exploration de points de vue non humains, en interrogeant ainsi notre vision de l'évolution et en tentant d'élargir leur perspective en inscrivant aussi l'humain dans un continuum d'espèces et aussi dans un temps extrêmement long. Donc c'est l'objet de cette quatrième partie qui va plutôt se transformer en une forme de conclusion, mais dans laquelle je vais quand même développer quelques exemples. Donc tout d'abord, la sous-optimalité permet de réfléchir aux dogmes basés sur l'optimisation, la performance et la compétitivité, et de se demander aussi quelles alternatives se dessinent quand on considère la sous-optimalité du vivant comme un modèle applicable à l'organisation collective. Et celle-ci invite à penser l'humanité aussi à grande échelle, donc en nous faisant prendre conscience des limites temporelles des sociétés optimales et leur impossibilité sur le long terme. Donc il permet d'explorer des potentialités et d'envisager de nouvelles modalités aussi de distribution des ressources et par conséquent de distribution aussi du pouvoir. Pour traiter rapidement de l'exemple de Nora Keta-Jenison dans les livres de la Terre fracturée qu'on avait cité précédemment avec cet exemple de l'apocalypse comme un linge que l'on déploie. En fait, cette destruction de la Terre et cet apocalypse ont été provoqués en fait par des humains qui sont dotés, qui sont appelés les orogènes dans la série et qui sont dotés du pouvoir de ressentir intimement tous les soubresauts de la Terre et aussi de contrôler justement les forces géologiques. Et cet apocalypse est provoqué pour détruire un système qui est inégal et qui est discriminant, qui est très efficace sur le court terme, mais qui est la source d'une exploitation de quelques-uns des personnages et aussi d'une marginalisation d'une partie de la population et aussi d'un asservissement de la puissance de la Terre. Donc en gros, cette destruction du monde est une forme de destruction sur le court terme qui vient, on va dire, faire table rase et permet finalement davantage de chances de survie sur le très long terme en mettant en place une société qui soit plus robuste, plus résiliente, plus solidaire. Et donc dans ce monde en crise et secoué par les cataclysmes, la survie des personnages dépend aussi moins de leur réaction immédiate aux cataclysmes qui adviennent que de leur capacité à comprendre plus profondément le côté systémique des phénomènes, en comprenant à chaque fois ce qui lie le minuscule à l'immense, parce qu'en fait les personnages principaux donc de ces œuvres, donc notamment Essun, cette héroïne qui fait partie de ces humains qui ont le pouvoir de contrôler les forces géologiques, au fur et à mesure que la trilogie avance, se rend compte que ce pouvoir de contrôler les forces géologiques est aussi un pouvoir de comprendre ce qui anime la vie, de comprendre les dynamiques qui se passent à toutes les échelles. Et en fait, au fur et à mesure des tomes, ce qui lui permet de survivre, c'est moins de contrôler les forces géologiques pour faire face à des catastrophes immédiates, mais plutôt c'est d'affiner sa perception du minuscule, de tout ce qui vit dans le microscopique, de constater qu'en fait une même force vitale agite autant les minuscules brins d'herbe que les plaques tectoniques, etc. Et donc c'est cette compréhension de plus en plus fine et qui n'est pas du tout une compréhension liée à une réaction immédiate aux phénomènes géologiques qui lui permet de survivre. Et donc c'est en comprenant cette interconnexion du monde vivant et en cherchant à s'adapter à lui, à rechercher toujours l'adaptabilité dans un univers instable, que le personnage survit. Okay. Donc dans ces mondes qui sont totalement bouleversés dans leur écosystème et dans leur organisation socio-économique, les intrigues sont aussi tissées à partir de l'idée selon laquelle les capacités d'adaptation des organismes sont à la base de la survie
Et c'est également toute la différence entre l'adaptation et l'adaptabilité, puisque l'adaptation, c'est cet état dans lequel on est parfaitement adapté à notre milieu à l'instant T, alors que l'adaptabilité, c'est la capacité justement à avoir cette marge de manœuvre qui nous permet en permanence de pouvoir faire face aux situations différentes dans un monde instable. Et donc c'est cette capacité d'adaptabilité des organismes qui est mise en avant chez beaucoup de personnages de ces œuvres-là, qui leur permet de faire face à l'imprévisible. Par exemple, devenir loup pour Fitz, dans l'exemple de Robin Hobb, lui permet de survivre, bien que ça achève de le faire devenir apte à la gouvernance, au pouvoir politique. Ou encore, chez Alain Damasio, la transformation d'un des personnages en arbre lui permet de survivre à un environnement qui est extrêmement hostile et lui permet justement en fait d'être le personnage qui vit le mieux l'évolution dans un univers où tout est fait pour mettre l'humain à mal. Donc dans l'ordre du contrevent d'Alain Damasio, on est dans un monde qui est balayé en permanence par un vent immense qui va toujours dans la même direction et qui est un vent vraiment tempétueux qui prend différentes formes mais qui en tout cas empêche les humains d'évoluer en son sein. Et donc la Horde, c'est un groupe d'humains qui sont entraînés depuis leur enfance à lutter contre ce vent pour le braver et essayer d'aller voir ce qui se trouve à l'origine justement de ce vent et essayer de comprendre pourquoi il y a ce vent permanent, qu'est-ce qui se trouve à son origine. Et donc les humains de cette horde, qui composent cette horde, traversent à chaque fois donc de ce monde qui est complètement manipulé par cette force du vent. Et l'un des personnages, Steppe, en fait a été touché par une sorte d'être qui fait qu'en fait il bascule vers le règne végétal. Et c'est décrit ainsi: quelque part dans mes fibres, le végétal développe ses rhizomes. Il a trouvé un terreau de chair réceptif. Cette mort ne me fait pas peur, sabrifié. La vérité est que je ne me suis jamais senti aussi vivant que dans cette flaque. Donc là, c'est un moment où les personnages traversent une sorte d'énorme lac et ça n'en finit pas. Ils sont les pieds dans l'eau pendant des semaines et des semaines. Je ne me suis jamais senti aussi vivant que dans cette flaque. Quelle euphorie pour moi ici, puissante et longue. Je me sens irriguée. Ma sensibilité envers les pulsations végétales n'a jamais été aussi violente et intuitive. Je devine tout, ce qui pousse, ce qui fane, chaque pluie frémissante. Mon sang circule si bien, tous mes sens s'affinent, explosent, je fais corps avec ce biome. Et donc cette métamorphose qui est lente et progressive est détaillée de son point de vue, du point de vue de ce personnage qui s'appelle Steppe, qui accueille les changements avec d'autant plus de plaisir qu'ils lui permettent donc de survivre et de trouver du confort dans le monde hostile parcouru. Et en miroir, le point de vue angoissé d'un autre protagoniste renvoie au lecteur aussi les images d'une métamorphose vue de l'extérieur, avec cet exemple. Je lui coupais les cheveux le matin au réveil, l'herbe poussait avec une force épatante, je le peignais à mon idée, je le jardinais. Les racines étaient vert pâle, mais blondes les pointes, et parfois émergeait une graminée, une cardamine, quelques trèfles, et il aimait bien les garder en tête, et il riait de ça, jusqu'à l'iris de ses yeux de forêt mouvante, jusqu'au bout des joues. Sans lui en parler, j'observais son évolution dans la flaque, ce qui changeait doucement en lui, comment l'eau influait sur son tonus, sur sa sérénité, qui l'envahissait à rebours. Et donc l'achèvement de cette mue végétale s'accomplit en gros dans un des derniers chapitres où en fait les conditions climatiques déciment progressivement la horde et sont extrêmement difficiles, et où en fait se transformer en bouleau est un moyen pour le protagoniste de survivre aux températures de moins 40 degrés à laquelle il fait face. Et donc en gros cette sous-optimalité constitutive qui en fait empêche le personnage tout simplement de continuer à son humanité, à la reconnaissance, de parvenir au bout du monde, etc., permet donc la résilience sur le long terme et la survie collective aussi, tout en niant l'efficacité sur le court terme et la survie d'un moindre nombre. Et incite aussi à poser donc sur l'évolution des héros un regard différent, puisque leurs parcours ne sont pas des évolutions dans le sens d'un gain de puissance et d'une accumulation de performance, mais plutôt dans le sens d'un changement permanent des espèces dans le temps, d'une mutabilité qui est nécessaire à la survie, d'une quête d'adaptabilité dans leur milieu instable, qui sous-entend aussi donc une perception différente de la temporalité.
Donc en dernière partie, je voulais aussi revenir justement sur le fait que dans de nombreux romans, on a une mise en regard de différentes sociétés différentes avec une vraie valorisation de sociétés qui se base plutôt sur la cohabitation entre espèces, sur justement des valeurs liées à la non-accumulation des biens, l'absence de performance, la mise en avant de l'adaptabilité pour justement être plus robuste et pouvoir survivre dans des mondes changeants, etc. Et que face à ça, on retrouve aussi dans énormément de romans de fantasy, par exemple chez Nora Keita-Jemisin, aussi chez Robin Hobb, chez Pierre Bottero, des dessins de sociétés qui justement périssent à cause de leur envie de profit et de leur volonté en fait d'exploiter leur environnement à leurs propres dépens. Et donc simplement pour conclure, ce qui permet la résilience et la robustesse des personnages est finalement leur indifférence au pouvoir, leur capacité à s'hybrider aussi et à s'évertuer à comprendre ce qui vit autour d'eux. Leur capacité aussi à accepter leurs faiblesses et à s'allier aux personnages les plus inattendus dans des récits qui se dessinent comme autant de parcours sinueux, pleins d'erreurs et de cheminements aléatoires qui les mènent non pas vers l'achèvement de quêtes ou de conquêtes de pouvoir, mais vers une meilleure robustesse justement, vers une meilleure chance de survie, une meilleure adaptabilité face à la mouvance et à l'imprévisibilité du vivant. Et je m'arrête là pour qu'on ait un temps d'échange et de questions si vous en avez. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.